du monde. L'organisation du monde aujourd'hui, c'est que le monde professionnel continue de très fortement donner sa confiance à la présomption d'institutions académiques. C'est-à-dire que euh, les institutions académiques sont connues. Dans le monde professionnel, elles occupent un certain positionnement. On se dit tel produit produit par telle institution est meilleur que tel autre produit. Bien sûr, on peut dire c'est une folie de croire ça parce que en la fin de la journée, c'est vraiment la capacité à résoudre les problèmes en entreprise qui détermine. Le problème, c'est que pour qu'on vous donne votre chance pour être dans l'entreprise pour résoudre les problèmes, il faut d'abord qu'on vous y fasse entrer. Or, malheureusement, pour vous y faire entrer, l'institution, le monde professionnel va regarder d'où vous venez. Et les institutions les plus prestigieuses continuent de garder cet avantage essentiel de disposer du tampon de cette école si vous êtes diplômé de cette école. Supposons qu'on a un individu qui, je vais prendre mon exemple et moi, j'avais toujours voulu faire un doctorat. Et même si j'ai fait l'INP et j'ai fait l'ENCA, j'avais un profil de scientifique, de chercheur. Donc, connaissant mon profil à moi, je me suis dit, je vais faire de la recherche appliquée, donc de la statistique appliquée. Et pour ça, je voulais faire un doctorat, mais je me suis juré de jamais faire un doctorat en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même quand l'individu, il veut se donner les moyens de pouvoir aller beaucoup plus loin, quand l'individu, il veut être beaucoup plus compétitif, quand l'individu, il veut apprendre davantage, on a parfois, dans nos économies, des écoles qui ne sont pas au niveau de l'exigence que l'individu se donne à lui-même. Et la question que moi, je veux qu'on aborde dans ce deuxième volet-là, c'est qu'est-ce que les individus peuvent faire pour pouvoir davantage apprendre, pour être plus compétitifs, pour se donner les moyens de réaliser leurs rêves, quand sur place, on n'a pas les écoles qu'il faut, quand sur place, on n'a pas le système éducatif qu'il faut. Ah, je pense que ça, ce n'est même pas juste une question d'école, c'est un mindset de la vie. Lorsque vous avez un objectif, il faut aller le chercher là où il se trouve. D'accord. Si vous êtes dans un environnement où vous voulez faire des études et ces études-là, soit en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles là où vous êtes, il faut s'organiser et être prêt à aller faire ces études. Et c'est ce que je pense que vous avez fait et que la plupart d'entre nous, certains ont eu à faire. C'est ce qu'on appelle les études à l'étranger. Et D'accord. oui, donc il faut se préparer. Et ça demande de la préparation, bien sûr, mais il faut être déterminé et aller poursuivre et atteindre le niveau de formation dont vous avez besoin pour poursuivre vos rêves professionnels. Ok, et donc là, je pense qu'on va plutôt aborder votre parcours. Vous avez étudié à Harvard, après vous avez fait un doctorat à l'université à Paris, Sorbonne. Est-ce que c'est vraiment à la portée de tous de pouvoir intégrer ces écoles-là? Je dis pour des gens qui se disent, bah, j'ai toujours rêvé d'aller à Harvard. Après, je suis passé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bah, sûrement que mon CV il est vraiment gâché. Je dis, c'est quoi le niveau de préparation dont vous parlez? Et quels sont les voies et moyens que peut se donner un étudiant pour réaliser ce rêve-là de fréquenter de telles ces écoles assez prestigieuses? Moi, je pense que ces écoles-là, généralement, recherchent les meilleurs. Et le meilleur, on le mesure qu'à l'épreuve. C'est très rarement au parcours, c'est à l'épreuve. Lorsqu'on fait un combat de boxe, à la fin, c'est qui a gagné le combat. Lorsqu'on fait une élection, Mhm. à la fin, c'est qui a eu le plus de voix. Lorsque vous allez à une Ah, interview, le jour où tout va se jouer, c'est le jour de l'interview. Si vous êtes le meilleur de cette interview, on vous prendra. Et ces écoles-là sont juste à la recherche des meilleurs. Et il faut donc faire fi d'où on vient et surtout se demander où on veut aller et qu'est-ce que pour y aller demande. Parce que toutes ces écoles dont vous parlez, ils ont des profils typiques qu'ils recherchent. Il faut bien comprendre le profil, il faut prendre du temps pour s'y préparer et puis il faut y aller. Euh, je peux vous dire, moi, je n'étais pas du tout le plus brillant quand je sortais de l'NCA.
Et ça, enfin, brillant si on regarde le type de critères, capacité à avoir de bonnes notes, j'étais pas du tout le plus brillant. Il y avait des gens beaucoup plus brillants que moi. Mais juste, Ouais. je suis entré à Harvard d'abord par la grâce de Dieu, de par ma profession de foi, mais aussi parce que je m'y suis préparé. Je suis allé, j'ai regardé les gens qui rentrent dans l'école ou dans le programme que je veux faire, c'est quoi leur profil. Et ces écoles-là sont tellement Mhm. transparentes qu'elles vous disent chaque année les gens qui sont entrés dans l'école et les gens qui sont sortis avec le profil de ces gens. Donc vous regardez, vous voyez Ouais. le profil de la plupart de ces gens. Ok, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous ces gens-là sont accessibles. Vous partez sur LinkedIn, ils sont accessibles. Vous partez sur Facebook, ils sont accessibles. Moi, en mon temps, on n'avait pas encore ça. Mais au moins, sur Internet, il y avait Internet, donc on pouvait savoir le profil des gens. À partir de là, vous vous préparez pour y aller. Moi, quand je sors de l'NCA, j'entre au FMI en 2007, je me dis, je vais aller faire un master en dehors de la Côte d'Ivoire à Harvard ou à Princeton ou à Columbia, dans une bonne université américaine. Je regarde le profil, je vois que les gens, ils ont en moyenne 5 ans d'expérience, les gens parlent anglais, ils ont obtenu de très bons scores dans les tests d'entrée d'anglais et l'école dit qu'ils ont écrit de très bonnes dissertations. Pendant 5 ans, je me prépare à ces 5 choses. C'est vraiment aussi simple. Et quand je dis je me prépare, je n'attends pas 6 mois, parce que j'ai vu beaucoup de cadets le faire dans ma carrière. Ils attendent 6 mois ou 9 mois pour dire, ah, je vais aller à Harvard. Bah, tu n'es pas le seul qui rêve d'aller à Harvard. Il y a les Chinois, il y a les Asiatiques, il y a les Français, il y a les petits Américains eux-mêmes, il y a les Européens, et puis il y a les Africains, et puis ensuite il y a toi, l'Ivoirien, dans notre cas. Donc tu peux pas imaginer que 6 mois avant, tu vas te décider à entrer à Harvard et tu vas le faire. Moi, j'ai pris 5 ans pour y aller. J'ai compris que le niveau d'anglais avec lequel je sortais de l'NCA était bien, mais il n'était pas suffisamment bon pour la compétition à laquelle je voulais compétir. Donc pendant 3 ans, Si, si. j'ai pris le temps de mettre mon niveau d'anglais à niveau. Désolé pour le pléonasme. Mais vraiment, chaque jour, au lieu de regarder Canal Horizon, je regardais un bouquet de télévision qui s'appelait DSTV, qui n'avait que des chaînes en anglais, Fox News, CNN. Euh, quand j'ai commencé à préparer ça, j'ai acheté une voiture pour aller au travail parce que je voulais écouter BBC tous les matins et tous les soirs, à l'aller et au retour dans ma voiture. Euh, les tests de TOEFL, je les ai préparés sur 3 ans. Quand j'arrive au boulot et que je Ouais. décide de, de partir dans 5 ans à Harvard, dès la première année, toutes mes recherches que je faisais dans le cadre du boulot, je les faisais en anglais. Parce que je savais que je devais avoir le niveau minimum de l'américain moyen avant de pouvoir postuler à Harvard. Ouais. Ensuite, quand je veux y aller, il faut que je trouve des gens qui ont déjà fait ces écoles ou qui ont fait quelque chose de similaire. Bon, nous, dans notre Mhm. temps, on n'avait pas LinkedIn. Maintenant, il y a LinkedIn. Vous tapez Harvard et toute la liste des gens qui ont fait Harvard va sortir. Mais moi, je m'étais renseigné. Et donc, j'avais trouvé quelqu'un qui avait fait Boston University, quelqu'un qui avait fait Columbia University et puis un autre qui avait fait Cambridge. Et donc, je leur demande comment est-ce que ça se passe. Et donc, quand j'écris mes dissertations, je demande leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a pas de secret. Les gens qui réussissent, je peux vous dire en toute humilité, la plupart d'entre eux sont pas du tout, mais vraiment pas du tout des génies. Mais c'est des gens qui ont la capacité de s'organiser, de se préparer longtemps en avance et d'avoir suffisamment d'humilité pour demander aux autres. C'est tout. J'ai bien envie de dire que c'est ça le génie. En fait, parce que moi, de ma conception du système, et dernièrement, je regardais un peu les 9 niveaux d'intelligence. Je me disais que sûrement que la communication qui est faite aujourd'hui sur l'éducation est très mal faite. Parce qu'on mesure l'intelligence des gens, par exemple, la capacité à résoudre des équations différentielles et tout à l'école, parce qu'il a la bonne note. Et pour moi, je me dis, c'est ça le génie, en fait. C'est la capacité à pouvoir s'organiser, à pouvoir se fixer un objectif de l'atteindre. C'est la capacité à pouvoir développer sa curiosité, à savoir où est-ce que je peux aller chercher l'information. C'est la capacité à interagir aussi avec les personnes. Et puis, je pense hein, que même au-delà des dissertations, sûrement que quand vous rentrez au FMI, vous vous intéressez vous regardez déjà qu'est-ce que vous allez partir faire à Harvard. Et je veux dire, même si c'est parce que votre travail, donc le travail demande, quelque part, vous vous projetez en vous disant, moi, je veux comprendre ça, je veux savoir comment ça fonctionne et tout.
à mes temps perdus ou bien lorsque je suis à la maison, je la prends personnellement pour moi parce que j'ai un objectif à atteindre. Et je pense que pour moi, c'est euh, l'idée de mettre en place ce podcast, l'éducation, c'est ça, c'est de dire aux gens que le système n'est pas forcément euh, ne reflète pas de la réalité. C'est qu'on accorde du génie à ce qui parfois n'est pas du génie. Parce qu'on a des gens qui sont à l'école, qui bûchent seulement, qui travaillent, qui ont la tête dans le livre, qui apprennent seulement que le livre, et puis ils se retrouvent sur le marché du travail qui sont perdus. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que euh, un des grands drames lorsqu'on finit l'école, au-delà de ne pas comprendre qu'on y allait pour apprendre, euh, un élément corrélaire au fait que si l'école vous apprend à apprendre, c'est que l'école est en train de faire de vous quelqu'un qui sait qu'il est ignorant. Vous savez, il y a deux types d'ignorants. Il y a l'ignorant qui s'ignore et puis il y a l'ignorant qui se sait. Le rôle de l'école, c'est de vous convaincre pendant 10 ans de formation ou pendant 15 ans de formation que vous êtes un ignorant. C'est ça le rôle de l'école. Parce que chaque année que vous allez dans une classe supérieure, vous vous rendez compte qu'on vous apprend des choses que vous ne saviez pas. Donc ça veut dire par définition que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas. Et d'ailleurs, pour ceux le niveau le plus élevé d'études, c'est ce qu'on appelle le doctorat. Mais la fonction principale de 3 années de doctorat, c'est de vous faire découvrir l'univers de votre ignorance. Parce que la recherche, c'est quoi? Quand on devient doctorant, c'est quoi? Le doctorant, qui est le niveau le plus élevé d'études dans une institution académique, le doctorant, c'est celui qui va choisir une question dans son domaine à laquelle on n'a pas encore répondu. Donc, il va aller découvrir un univers où l'humanité n'a pas encore répondu à plusieurs questions et on lui demande de choisir une question et d'y travailler pendant des années. Donc, ça veut dire que quand il finit d'être docteur, il est d'accord pour dire qu'il y a encore de nombreuses questions à laquelle il n'a pas de réponse parce que derrière lui, il y a encore plein de doctorants qui sont en formation. Donc, si vous sortez de l'école et que vous sortez avec la prétention que vous savez tout, vous avez raté l'essence même de l'école. L'essence de l'école, c'est que on vous fait découvrir que vous êtes un ignorant, qu'il y a de nombreuses questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Et donc, vous passez le reste de votre vie à découvrir les réponses à ces questions. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc, si vous ne demandez pas, si vous n'avez pas l'humilité de vous préparer, que vous pensez que, bon, je suis un génie, je suis super intelligent, c'est que vous n'avez pas compris et vous êtes parti pour vous prendre la tête dans le mur. Et là, concernant les formations dans des écoles prestigieuses, est-ce qu'il y a réellement un bénéfice à, à fréquenter ces écoles? Et c'est quoi la plus-value que cela apporte? Parce que moi, par exemple, je vois que Harvard, que ce soit Harvard, Stanford, le MIT, ils mettent en ligne la plupart de leurs cours. Et je m'amuse en fait à les suivre parfois. Et parfois, parce qu'ils font ce qu'ils appellent des micro-masters. Ils font un ensemble de programmes qu'ils mettent ensemble. Et ils se disent à la fin, tu as au moins le niveau en statistique d'un étudiant qui a fréquenté dans notre école parce que ce sont les mêmes cours qu'on donne. Et est-ce qu'il y a une plus-value à vraiment fréquenter ces écoles-là quand on voit que les mêmes cours, on peut les voir en ligne? Oui, je dirais qu'il y a une plus-value très clairement. D'abord, il y a une plus-value du fait de comment est-ce que le monde est organisé. Il y avait un de mes profs qui avait l'habitude de dire, soit vous vous adaptez à l'organisation du monde, ou soit vous pensez que le monde est fou et que vous êtes le plus intelligent et vous décidez de vous exclure du monde. C'est un choix. Je pense que le choix le plus sage est de s'adapter à l'organisation du monde. L'organisation du monde aujourd'hui, c'est que le monde professionnel est encore très fortement, euh, continue de très fortement donner sa confiance à la présomption d'institutions académiques. C'est-à-dire que euh, les institutions académiques sont connues. Dans le monde professionnel, elles occupent un certain positionnement. On parlera un peu en termes marketing. Elles occupent un certain positionnement dans le monde professionnel.
on se dit tel produit produit par telle institution est meilleur que tel autre produit. Bien sûr, on peut dire c'est une folie de croire ça parce que en la fin de la journée, c'est vraiment la capacité à résoudre les problèmes en entreprise qui détermine. Le problème, c'est que pour qu'on vous donne votre chance pour être dans l'entreprise pour résoudre les problèmes, il faut d'abord qu'on vous y fasse entrer. Or, malheureusement, pour vous y faire entrer, l'institution, le monde professionnel va regarder d'où vous venez. Et les institutions les plus prestigieuses continuent de garder cet avantage essentiel de disposer du tampon de cette école si vous êtes diplômé de cette école. Donc, par exemple, comme tu le disais, tu peux avoir fait tous les cours de statistiques venant de Harvard. Tant que tu n'as pas eu un diplôme de Harvard, l'entreprise, tu peux dire à une entreprise que j'ai suivi tous les cours de Harvard. La prochaine question sera de dire qu'est-ce qui prouve que vous avez suivi ces cours, où est le diplôme ou le certificat de Harvard. Ça va sûrement changer dans le futur, j'espère, parce que je pense que c'est pas juste. Mais pour l'instant, c'est tel que le monde est organisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez un réseau, parce que souvenons-nous que ce qui fait le monde professionnel, c'est aussi le contact, le réseau dont on dispose. Et les entreprises sont à la recherche des gens qui sont capables d'avoir un réseau. Et ces écoles, parce qu'elles forment les meilleurs, ou la plupart des meilleurs, ces écoles ont réussi à mettre en place un réseau très fort dans le monde professionnel à l'international. Donc, disposer de ce réseau peut vous permettre rapidement de vous insérer à un niveau très élevé et aussi de pouvoir solutionner des problèmes qui vont se poser à vous dans votre carrière professionnelle en vous appuyant sur le réseau auquel vous appartenez, donc le réseau de ces écoles. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est vrai, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'ère du monde post-Covid où on fait beaucoup de choses à distance. Mais il y a dans la formation, il y a une touche personnelle, humaine, d'interagir avec quelqu'un qui a profondément du savoir. Et heureusement, malheureusement, la plupart de ces écoles prestigieuses, elles ont le don et la capacité de recruter des gens qui ont du savoir, qui sont pointus dans leur domaine. Donc, vous pouvez avoir deux profs qui vont vous enseigner l'économie, qui vous ont fait les mêmes cours d'économie 101, c'est-à-dire vraiment le cours basique macroéconomie, le cours basique microéconomie. Mais parce qu'ils n'ont pas le même niveau de savoir, le cours vous sera donné différemment. Même si c'est la même matière, c'est le même curriculum, le cours sera jamais le même. Donc, cette dimension humaine est essentielle et généralement, dans les écoles prestigieuses, on retrouve ces maîtres du savoir dans ces écoles-là. Et c'est une autre affaire que de se faire enseigner par ces gens. Je peux dire ça. Oui, et moi j'ai juste envie de dire, en fait, c'est parfois même celui qui donne le cours, c'est lui qui a conçu la théorie en question. Exactement. Et c'est extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, toutes les théories économiques dont on parle, même l'intelligence artificielle, quand vous prenez le gars qui s'est assis, qui a réfléchi sur la manière de concevoir ChatGPT, les algorithmes sont derrière. Quand il vous explique, c'est pas pareil que peut-être le gars qui s'est assis dans sa chambre qui a appris à comprendre comment ChatGPT fonctionne. Exactement. C'est lui qui l'a conçu, il a le manuel. Et puis surtout la notion de réseau, d'alumni. Je pense qu'on reviendra là-dessus en fait dans les prochains épisodes. Mais est-ce que moi j'ai juste envie de dire pour conclure cet épisode-là, je pense que vous l'avez abordé, c'est ce que j'appelle la théorie de l'œuf et de la poule. C'est une théorie qui est assez vieille, je dirais, qui même aborde la question de la création du monde. Hein. C'est de se dire, peu importe ce que les gens croient, moi je crois en Dieu, après voilà. Chacun, peu importe, même ceux qui croient au Big Bang et tout ça, mais si on part du principe selon lequel c'est l'œuf qui a été créé en premier et donc qui a donné naissance à la poule, on peut se dire pourquoi est-ce que donc on a l'œuf qui se transforme après à la poule. En fait, à quel moment la poule intervient? Ou si on part du principe selon lequel c'est la poule qui est arrivée en premier
et qui a donné naissance à un œuf, pourquoi est-ce que la poule donne naissance à un œuf qui l'œuf redevient en fait une poule? Donc, c'est un dilemme qui n'est jamais résolu parce que personne ne peut démontrer. Et je pense pour moi que les écoles prestigieuses, c'est ce même dilemme-là qu'on a entre la renommée de l'école et puis les produits qui sont issus du système. Donc, ils vont recruter des gens qui, à la base, sont qualifiés, donc qui ont le profil. Ce qui veut dire que c'est pas des gens qui potentiellement iront faire des choses qui vont lancer du discrédit sur ces institutions. Ces personnes vont passer dans leur système, donc ils auront une certaine plus-value assez considérable, que ce soit en termes d'interaction, que ce soit en termes de réseau et tout. Et quand ces personnes vont rentrer dans le marché parce que leur formation est en adéquation avec ce qu'on demande, elles seront à même de pouvoir être productives, elles seront à même d'être excellentes. Et ça va encore redonner une certaine crédibilité à l'école. Donc c'est sur ces mots-là que moi je veux vraiment inviter toutes les personnes qui rêvent, je pense que vous l'avez dit, de rentrer dans ces institutions-là, de se donner les moyens et pour reprendre vos mots, de se préparer. Peu importe le temps que ça prendra, il faudrait vous fixer des objectifs et vous préparer, cocher les différentes cases et puis après à postuler.